Premier élément de réponse, Madame Crimi, les taxes sur l'acier et l'aluminium, je crois qu'il faut aussi les prendre sur l'aspect purement macro en termes de production d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Les aciéries qu'on va rouvrir, éventuellement, je dis bien, en Pennsylvanie ou dans l'Ohio ou autre, les mines qu'on va éventuellement rouvrir en Virginie occidentale ou dans l'Ohio ou en Pennsylvanie sont des aciéries qui ont, pour la plupart, été construites dans l'immédiate après-guerre, qui produisent un acier de très faible qualité, à très faible valeur ajoutée, et qui ne sera effectivement compétitif qu'à partir du moment où il sera protégé par des taxes. Simplement, ces taxes ne vont pas durer éternellement. Il y a aussi des entreprises du secteur de l'énergie qui ont des actionnaires et qui vont dire, est-ce qu'il est plus rationnel en termes financiers et en termes de retour sur notre investissement d'actionnaires de rouvrir des monuments historiques de la science et technique, de l'ingénierie qui datent des années 1950, ou au contraire d'investir dans des énergies propres. Bon, ça c'est la première question. Et ça c'est pas la représentation nationale qui va poser cette question, ce sont les actionnaires dans les conseils d'administration des grands groupes d'énergie. De la même façon que, effectivement, la mine à ciel ouvert, qui est une des spécialités de la Virginie occidentale, sur le long terme, pour les entreprises du secteur, c'est pas rationnel. Et donc, il y a la recherche d'autres modes de production de l'énergie. Mais c'est contradictoire avec le ressenti par la population de la Virginie occidentale, qui est celui de l'emploi en premier. C'est-à-dire, dès lors que, et là je réponds en partie à la question du berger inférieur sur l'opinion sur le dérèglement climatique, d'abord il y a une langue à laquelle il faut prêter attention. Je suis à l'origine un linguiste. On appelle ceux qui mettent le dérèglement climatique en premier dans leurs préoccupations des tree huggers, ceux qui font des câlins aux arbres. C'est la langue. Votre collègue sénateur démocrate de Virginie occidentale, lors de sa dernière campagne en 2012, a eu un superbe clip de campagne dans lequel il est filmé en train de s'entraîner au tir à la carabine, pour montrer qu'il est bien un défenseur du droit de porter des armes, sur le projet de loi sur la taxe carbone. Et donc, l'idée, c'est pas penser à la planète dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans. C'est dire, il y a aujourd'hui en Virginie occidentale un nombre considérable d'anciens employés de la mine qui sont dans des perspectives nulles en termes de retour à l'emploi, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'il n'y a pas de système d'éducation suffisamment performant, parce qu'il n'y a pas de système de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle tout au long de la vie. Et donc, l'idée qu'on va réouvrir une aciérie qui a été construite en 1947 ou une mine à ciel ouvert qui va terminer toute forme de vie animale dans les cours d'eau de l'État est minoritaire par rapport à la nécessité immédiate de recréer de l'emploi, et surtout que ce sont les seules possibilités d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui fait qu'il y a effectivement une forme d'adhésion à un discours particulièrement agressif vis-à-vis du dérèglement climatique, et que l'opinion américaine est très partagée là-dessus, et c'est là qu'on voit un fossé se creuser entre
un État comme la Californie, qui va bien au-delà des normes fédérales en matière de protection de l'environnement, et puis toute une série d'autres États où l'économie est exclusivement dépendante du secteur de l'énergie, et où, là, le dérèglement climatique, c'est un problème qu'aborderont nos arrière-petits-enfants. Monsieur Maire, est-ce qu'il y a un moment où l'impeachment deviendra en quasiment obligatoire? Oui, évidemment. Sauf que le procureur Mueller travaille quand même depuis plusieurs mois sur son enquête, que les médias le font en parallèle, que peut-être à partir de janvier 2019, un certain nombre de commissions à la Chambre des représentants le feront, mais que s'il y avait une preuve irréfutable d'un acte de trahison, puisque la Constitution parle quand même de trahison, peut-être serait-il déjà sorti. Simplement, là, je vous donne une opinion personnelle, je suis très sceptique sur l'idée qu'on puisse trouver ce... Vous savez, les Américains appellent ça de smoking gun, le pistolet encore fumant, qui va établir la culpabilité au-delà de toute forme de doute du coupable. Ce smoking gun, s'il existe, et effectivement, et s'il est mis dans le domaine public, on pourra à ce moment-là aller vers l'impeachment. Mais je crois qu'il faut aussi voir que l'impeachment, c'est une arme extrêmement dangereuse qui toujours, y compris face à d'autres élus que le président, s'est retournée souvent contre ses initiateurs. Et donc, quand on lance une procédure d'impeachment, il faut être sûr de soi, et il faut pouvoir se dire, elle va déboucher effectivement sur la destitution. Sinon, c'est mettre Trump ou un autre dans une position de victime, et Trump en position de victime, c'est un régal électoral pour lui. Vous avez pointé des contradictions sur le Obamacare. Il y a, par rapport à ça, et vous avez pointé aussi finalement le fait que le Parti républicain ait perdu ses valeurs ou sa colonne vertébrale conceptuelle. Vous avez parfaitement raison, à tel point qu'aujourd'hui, le Parti républicain, dans cette campagne, se présente contre, en disant « nous sommes les défenseurs de l'Obamacare, nous sommes les défenseurs du système de protection sociale américain contre l'extrémisme démocrate ». Et l'extrémisme démocrate, ce sont des démocrates qui souhaitent étendre justement le périmètre d'un certain nombre de dispositions protectrices des lois actuelles, que ce soit en matière de Medicare, de Medicaid ou de Social Security ou sur le Obamacare. Donc, oui, et là je suis entièrement d'accord avec le verdict ou le diagnostic que plusieurs d'entre vous ont posé. Trump n'est pas un surgissement brutal d'un individu exceptionnel dans un paysage politique plutôt calme. Trump est l'aboutissement d'une forme de dégénérescence à la fois du Parti démocrate et du Parti républicain. Il est le résultat notamment de la perte de contact total entre le Parti démocrate et ce qui a été très longtemps, jusqu'en 1980, sa base, à savoir les ouvriers syndiqués, l'école bleue. Le Parti démocrate a abandonné l'école bleue. Et à partir de 1980, on parle des Reagan Democrats, de ces démocrates, de ces ouvriers syndiqués, notamment dans l'industrie automobile, qui petit à petit se déplacent vers le Parti républicain. On a aussi le choix, dans les années 80 et 90, du Parti républicain de se déplacer en termes électoraux vers des stratégies qui consistent à enfoncer des coins dans l'opinion publique pour diviser et mobiliser. C'est ce qu'on appelle wedge issues, donc ces coins qu'on enfonce dans l'opinion pour remobiliser. Alors,
Monsieur Clément, vous parliez de l'incidence de ces politiques sur les politiques migratoires, politique étrangère, politique climatique. Sur la politique migratoire, il y a un énorme impact, et la mesure de l'administration Trump qui a eu le plus d'impact dans l'opinion publique américaine, c'est la séparation des familles qui entrent illégalement sur le territoire américain. Le fait d'avoir arrêté et mis dans des camps des enfants mineurs et les avoir séparés de leurs parents. Alors là, ça a un effet mobilisateur massif sur les démocrates. Mais je voudrais aussi ajouter, Monsieur Clément, que ça a un effet mobilisateur massif côté républicain, parce qu'il fait ce qu'il faut vraiment faire face à l'urgence de la crise. Et si ça doit être arrêter des enfants, les séparer de leurs parents et les mettre dans des camps, eh ben c'est acceptable. Donc, alors, ce qui est difficile à mesurer, monsieur le député, c'est... Non, mais c'est le différentiel, c'est-à-dire, est-ce que ça mobilise plus les démocrates qui y sont opposés que les républicains qui trouvent là une justification d'un président qui tient ses promesses? Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Sur la politique étrangère, il faut le dire très simplement, hein, d'abord, les Américains votent très très peu sur les questions de politique étrangère. Les deux élections présidentielles dans lesquelles la politique étrangère compte vraiment, c'est l'élection présidentielle de 1968, en pleine guerre du Vietnam, et puis ensuite des élections présidentielles qui ont pu suivre, mais l'élection de politique étrangère ne figure même pas, si, 2004, parce qu'on est dans la première élection présidentielle post-11 septembre. Mais sinon, c'est les deux seules fois. Et alors, a fortiori dans des élections de mi-mandat, la politique étrangère, une fois de plus, les pouvoirs du Congrès sont très faibles en matière de politique étrangère. Là, on élit des gouverneurs, on élit des représentants, on élit des sénateurs. Et sur la question climatique, je reviens à mon propos qui est, il y a un moment où le changement climatique, c'est soit on fait des efforts pour effectivement arriver aux objectifs de l'accord de Paris, soit je perds mon emploi et je suis dans un état de désespérance qui me pousse effectivement à consulter. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de tree huggers, quand on a des concours de... là, c'est un autre mot, mais c'est la langue de steamrolling. Qu'est-ce que c'est que le steamrolling? C'est d'être dans un pick-up truck qui a probablement un moteur de 7 litres, un moteur diesel, et de dépasser un cycliste, et à ce moment-là, d'accélérer au maximum, avec en plus un dispositif qui permet de produire beaucoup de fumée. Et ben, vous avez tout un tas d'États américains où on pratique le steamrolling. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où la politique doit s'incarner dans des gestes ou des gestes de la vie politique quotidienne. J'ai presque l'impression d'être un peu trivial devant vous, mais voilà. Et je termine simplement, Hubert, sur la question du système électoral. Il n'y a aucune appétence aux États-Unis pour un débat sur le collège électoral. Alors, on s'en indigne le lendemain de l'élection. On dit Trump a gagné par une majorité combinée de 76 000 voix dans 3 États, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, alors que Hillary Clinton a 3 millions de voix de plus à l'échelle nationale. Et puis après, on a plusieurs choses. Un, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative qui tienne compte du fait que les États-Unis sont un pays fédéral, et que donc il faut qu'à un moment ou à un autre, les États soient représentés dans la façon dont on choisit le président. Que l'idée de passer un scrutin à l'échelle nationale, c'est tout simplement le doublement des frais de campagne. Parce que pour le moment, on ne fait pas campagne, pratiquement, pour la présidentielle, dans les États les plus peuplés, qui sont la Californie, le Texas ou le New York, parce que là, il n'y a pas d'incertitude. Mais si vous devez faire campagne en Californie, au Texas et dans l'État de New York,
il faut que vous achetiez des spots publicitaires dans les 10 marchés publicitaires les plus onéreux des États-Unis. Et donc ça veut dire que vous, candidat à la présidentielle, vous devez acheter des spots qui ne sont pas à 10 000 $ des 30 secondes, mais qui sont à 250 000 $ des 30 secondes. Parce que vous achetez sur un marché où vous touchez par un spot de 30 secondes une population de 5 millions et pas de 50 000. Donc il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative côté système du winner-take-all, où l'ensemble des grands électeurs d'un État va à celui qui l'emporte dans l'État, parce que c'est un système qu'on peut modifier, non pas par un amendement constitutionnel, mais par une loi ordinaire, mais simplement, aucun État n'a avantage aujourd'hui à passer d'un système du winner-take-all à un système de désignation proportionnelle de ses représentants, parce que vous vous dites, pourquoi est-ce que j'irais faire une campagne dans le Nebraska, où il y a 5 grands électeurs, si mon adversaire doit en gagner 2 et moi je vais en gagner 3. Ratio net plus 1. Mais si, en revanche, le Nebraska donne 5 grands électeurs au 0, là, ça devient plus intéressant. Et puis, tout simplement, ce sont le type de réformes qui doivent être effectuées, vous le savez tous, en début de mandat, une réforme constitutionnelle. Or, aucun président qui a été produit par un système aussi inefficace, dysfonctionnel, injuste, futile, ne va lancer une réforme constitutionnelle pour réparer un système qui a fait de lui le président. Donc ça, c'est une dernière chose. Et puis, je reviens à ce qui est un petit peu ma marotte en tant que constitutionnaliste et institutionnaliste. Amendement à la Constitution des États-Unis, majorité qualifiée dans chacune, majorité qualifiée des 2/3 dans chacune des 2 chambres, suivie par une ratification par 3/4 des États. Jamais un projet de réforme constitutionnelle sur le système d'élection présidentielle ne rassemblera, à l'heure actuelle, cette majorité qualifiée des 2/3 dans chacune des 2 chambres, suivie par une ratification par 3/4 des États. Dernier élément que je souhaite porter à votre attention, on a eu dans l'histoire politique des États-Unis, y compris relativement récente, l'un ou l'autre des 2 partis qui avait une très forte majorité, jusqu'à 60 ou 65 sièges au Sénat sur les 100, jusqu'à 300 sièges à la Chambre des représentants sur les 435. Mais dans les dernières 20 années, on est sur des écarts très faibles au Sénat, on est sur des écarts très faibles à la Chambre des représentants. Donc chaque élection indique possiblement un basculement, et donc du coup, il est strictement impossible d'envisager des majorités qualifiées de 2/3. Très bien. Sur cette phrase quasi définitive, il me reste vraiment à vous remercier. Je crois que vous avez vu l'intérêt, en tous les cas, que les membres ont eu pour votre analyse. Et quant à moi, on n'a pas du tout parlé de Barack Obama, mais je pense qu'il joue sûrement un rôle, et Michelle Obama aussi en ce moment. C'était pas ça l'objet. Mais je pense qu'il a dit une phrase pour moi extrêmement pertinente sur Trump, en disant que Trump était le symptôme et pas la cause. Je pense qu'il a profondément raison et que tout ceci devrait contribuer à nous faire réfléchir au fond des choses. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette audition. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs et Madame les députés. La question, c'est qu'il n'a pas répondu, mais comment les...